Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une formation autour du réemploi et du gain carbone que vous allez pouvoir réaliser sur vos projets immobiliers grâce à cette nouvelle pratique. C'est une proposition de formation qui vous est faite de la part du Booster du réemploi et de l'IFPEB. Alors, au programme aujourd'hui, on vous propose dans un premier temps de se rappeler où est le carbone dans un bâtiment, dans les matériaux qui composent le bâtiment et plus précisément vis-à-vis du réemploi. Ensuite, on fera un petit focus sur les méthodes de calcul, l'analyse de cycle de vie notamment, les obligations réglementaires avec un focus sur la RE 2020, puis les labels et certifications. Alors, pour commencer, mais où est le carbone ? Donc l'empreinte carbone du secteur de la construction, elle est vraiment significative pour de nombreuses raisons. La production des matériaux, le transport des produits, la consommation, notamment des carburants sur les chantiers, etc. Le secteur du bâtiment, c'est le deuxième secteur émetteur en France, avec notamment un fort impact des matériaux. Le secteur du bâtiment, il est notamment responsable d'un peu moins de 3 tonnes, soit 25% de notre impact. Alors là, on va se concentrer sur le poids carbone des bâtiments en tant que tels. Donc si on prend une vision un peu macro des bâtiments de logement collectif et de bureaux, ce qu'il faut noter ici, c'est que l'analyse de cycle de vie nous permet de calculer un bilan en kilos carbone équivalent par mètre carré de SDP sur 50 ans. Donc pour un projet de tertiaire, on est à 1391 kg de carbone par mètre carré de SDP sur 50 ans et sur les logements collectifs à 1342. Et maintenant, ce qu'on va questionner, c'est finalement le poids des matériaux dans cette analyse macro du poids des bâtiments. Donc, comme vous l'avez compris, le poids carbone des bâtiments, en fait, il a plusieurs éléments qui le constituent, ce qu'on appelle le PCE, donc les produits de construction et équipements. Mais bien sûr aussi, on convertit l'impact de l'énergie, de l'eau et du chantier en équivalent carbone. Donc, aujourd'hui, ce sur quoi on va se concentrer, c'est finalement l'impact des PCE, donc produits et équipements de la construction. Donc, si on reprend le petit graphique de tout à l'heure, vous voyez bien qu'on a donc logement collectif avec donc le fameux 1342 et 1391 pour les bâtiments de bureaux. Et donc, sur le diagramme qui est au milieu de la slide, vous comprenez bien que vis-à-vis des logements collectifs, le poids carbone des matériaux, donc PCE, est de 762 sur l'impact de 1342. Et pour le bâtiment de bureau, qui avait un poids carbone total d'environ 1391 kg équivalent carbone par mètre carré de SDP, la part de matériaux est de 1142. Donc, si on veut prendre une vision un peu globale, les produits de construction et équipements, donc la fameuse part de PCE sur le bilan carbone global du bâtiment, il peut aller jusqu'à 63% du poids carbone du projet. Bon, tout ça, bien sûr, sont des moyennes à prendre avec des pincettes, mais c'est pour vous donner des grandes ordres de grandeur. Et donc, ensuite, l'exercice qu'on vous propose ici sur cette slide, c'est de décomposer ces fameuses parts de PCE selon les différents lots du bâtiment. Donc ici, si on reprend le logement collectif, vous pouvez voir que sur les 762 kg équivalent carbone que représente la part du PCE sur le bilan carbone global d'une opération qui était à 1342, cette part-là, on est capable de la subdiviser en parts en fonction des différents impacts des différents lots. Donc on a les VRD et infrastructures qui représentent 8% de ce bilan-là, le gros œuvre 36%, le second œuvre 30%, les lots techniques 25%. De la même façon, sur le bureau, on peut faire le même exercice. Donc, on reste à 8% sur les parts de VRD, 28% pour le gros œuvre, 27% sur le second œuvre, 33% sur les lots techniques et 4% sur les fruits de frigo. Donc là, de la même façon, si on veut prendre une vision aussi un peu détaillée de l'impact de chacun des lots, on peut subdiviser encore plus
grâce à l'Observatoire au plus c'est moins, un peu l'impact de différents lots, notamment infrastructure et fondation à 10% du bilan, la superstructure à 20%, la couverture étanchéité à 5%. Voilà, dans les grands lots, vous avez aussi revêtement de sol et murs, plafond à 10%, les façades à 10% environ, et la CVC à 11%. Donc là, on a vu, grâce à cette première phase d'explication, où est finalement, globalement, le poids carbone du bâtiment et où est-ce qu'on peut, dans les différents lots, aller chercher du carbone. Et ensuite, on vous propose finalement le gain grâce au réemploi. Donc là, la proposition qui est faite sur cette slide-là, c'est une méthode de calcul qui permet de calculer l'impact évité potentiel grâce aux matériaux de réemploi. Vu que les méthodes de calcul ne sont pas complètement harmonisées encore sur ce sujet, ce qu'on vous propose ici, c'est une approche simplifiée qui a été donc consolidée dans le cadre des certificats réemploi gain carbone du booster du réemploi et aussi avec le regard des experts de l'IFPEP. Donc ici, globalement, la méthode, c'est donc on prend l'impact carbone initial du produit, on lui retire l'émission carbone évitée grâce au réemploi et on y ajoute l'opération de dépose et remise en état. Donc vis-à-vis d'un impact classique d'une analyse de cycle de vie, vous retrouvez sur la frise forcément les différentes étapes du cycle de vie, à savoir la production, la construction, l'utilisation et la fin de vie du matériau. Et donc vis-à-vis du réemploi, là où on gagne finalement du carbone, ce sont sur les étapes A1 à A3, donc d'extraction de la matière première, de transport vers le fabricant et de fabrication. Donc ça, forcément, grâce au réemploi, on considère que ces étapes-là sont égales à 0. Ensuite, on a une phase de transport des matériaux vers le chantier. Là, c'est un impact qui est conservé, ou en tout cas, on considère qu'il y a un transfert d'impact pour prendre en compte la logistique des matériaux de réemploi. Donc, on conserve cette donnée-là. Sur l'utilisation, pas de changement non plus. Et enfin, sur la fin de vie, donc les étapes C1 à C4, là, on considère que grâce au réemploi, on a un impact équivalent à 0. Donc, là où vous pouvez potentiellement gagner du carbone vis-à-vis de vos projets immobiliers grâce au réemploi, on s'est proposé avec l'IFPEB d'analyser finalement comment gagner ce carbone-là. Et donc, 2 stratégies ont été proposées. La première, c'est de cibler quelques produits en réemploi et d'en maximiser l'utilisation sur votre projet. Et donc, c'est là où on constate le plus fort gain potentiel en carbone, ou de multiplier en fait les essais sur différents produits de réemploi, avec donc des plus faibles quantités. On a forcément un gain carbone qui est un peu plus faible, mais aussi d'autres avantages, puisqu'on va peut-être, grâce à cette pratique-là, éviter les problèmes de sourcing, et puis bien sûr maximiser l'apprentissage en pouvant se confronter à différentes typologies de matériaux. Donc, vous l'avez peut-être vu passer dans le cadre des travaux du booster du réemploi en 2022. Ce qu'on a proposé ici, notamment avec l'appui des différents courtiers en assurance qui participent aux travaux du booster du réemploi, c'est finalement de se poser la question des matériaux qui sont les plus simples à réemployer. Donc, retenez ici à vous refaire ce focus-là. C'est donc une arborescence qui a été proposée par les experts en assurance pour évaluer les produits qui ont une plus forte aptitude au réemploi. On retrouve ici du coup une matrice qui vise à subdiviser les éléments qui sont constitutifs du bâtiment, donc tous les éléments qui font partie de la structure des fondations, du clos couvert, des éléments dits d'équipement. Au sein de ces éléments dits d'équipement, on va retrouver notamment les éléments qui sont dissociables. Donc les éléments d'équipement dissociables, eux, peuvent être soit inertes ou passifs, c'est-à-dire qui ne sont pas destinés à fonctionner. C'est le cas, par exemple, d'une dalle de moquette, d'une dalle de faux plancher, ou des éléments destinés à fonctionner comme un interrupteur, une prise. Ce qu'on remarque vis-à-vis de ces éléments d'équipement qui sont dissociables du bâtiment, donc qui peuvent être facilement manipulés, retirés du bâtiment,
c'est qu'ils ont forcément une plus grosse aptitude au réemploi, puisque déjà, il est plus facile de les déposer, de les remettre en état, etc. Donc, dans le cadre des travaux du booster, on vous a notamment orienté en 2021 vers le réemploi de ce type-là de flux. Et donc, on vous propose ici de se concentrer sur ces 10 matériaux qu'on a évalués dans le cadre de la première année du booster du réemploi comme étant les plus faciles à intégrer dans vos projets de réemploi. Et donc, vis-à-vis de chacune de ces 10 typologies de matériaux, on vous propose ici un petit focus sur les impacts évités estimés. Donc là, on a repris la même méthode de calcul que ce qu'on vous a dit plus tôt, à savoir on a retranché le A1 à A3 et le C1 à C4, CF les slides précédentes. Et donc là, on vous fait un petit focus sur ces 10 flux et les impacts évités. Alors, je ne vais peut-être pas tous vous les lire, je vais vous donner quelques chiffres pour les premiers. Donc, le plancher surélevé, donc le fameux faux plancher technique, nous permet d'éviter 64 kg équivalent carbone par mètre carré. Le chemin de câble, on est environ à 8 kg de carbone évité par mètre linéaire. Les appareils sanitaires comme les WC, par exemple, on est à 68 kg par WC. Voilà, je ne vais pas tout vous citer, vous avez les slides si vous souhaitez y revenir. Le but ici, c'est de vous donner les grandes ordres de grandeur par typologie d'unité. Donc là, vous aviez les 6 premiers matériaux qui faisaient partie du top 10. Et vous retrouvez ici les 4 derniers, avec notamment les dalles gravillonnées que vous retrouvez souvent en terrasse, avec 30 kg carbone évité potentiellement par mètre carré, ou encore le parquet qui nous a été aussi souvent remonté comme un besoin sur les projets immobiliers, avec 5 kg par mètre carré. Donc ensuite, on s'est prêté à un autre exercice, à savoir si sur un projet immobilier, on mettait tout le faux plancher, toute la moquette, toutes les cloisons, tous les luminaires en réemploi, alors quel serait le gain maximum atteignable? Donc avec 100% de matériaux de réemploi, donc là on tenait quand même à mettre quelques pincettes puisque c'est vraiment un cas encore un peu utopique, c'est pas encore arrivé sur beaucoup de projets immobiliers, mais c'était aussi pour vous donner une ordre de grandeur, ce qui était potentiellement atteignable. Donc là on serait à 100 kg de carbone évité par mètre carré SDP. Donc encore une fois, à nuancer. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes chiffres que ce qui était marqué dans la slide d'avant. Là, c'est juste une histoire de méthode de calcul, puisqu'on a pris ici des moyennes sur plusieurs matériaux pour avoir la colonne en bleu là, qui est affichée, alors que sur les slides précédentes, on s'est figé sur un matériau pour le calcul évité. Alors, je laisse la parole sur la méthode de calcul. Oui. Merci Camille pour cette présentation. Et donc ici, on revient plus particulièrement sur la méthode de calcul. On aimerait vous présenter la méthode de calcul de l'ACV, donc de l'analyse du cycle de vie. Et tout d'abord, cette présentation de cette méthode, elle commence par une petite définition. Donc l'ACV, que vous connaissez tous, l'analyse de cycle de vie, elle recense et quantifie tous les flux physiques de matière et d'énergie qui sont associés aux activités, et ce, tout au long de la vie des produits. Mais on peut également étudier ces flux tout au long de la vie d'un bâtiment. L'idée étant que cela repose sur deux approches. Donc une approche cycle de vie, donc c'est bien toutes les étapes du cycle de vie d'un produit prises en compte du berceau, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières énergétiques et non énergétiques qui vont être nécessaires pour la fabrication d'un produit, tous les produits qui sont nécessaires à la distribution, l'utilisation, la collecte et l'élimination vers les filières fin de vie. Et il y a aussi une approche multicritère, puisque vous l'avez vu dans les chiffres présentés par Camille précédemment, une ACV se fonde sur plusieurs critères d'analyse, et ces critères sont appelés les flux entrants et les flux sortants. Donc c'est tous les flux qui entrent dans la fabrication du produit et tout ce qui en sort en termes de pollution notamment, et tous les impacts qui sont générés. Et donc, on va collecter toutes ces informations relatives aux flux
pour les caractériser et leur donner un poids qui après est utilisé justement pour donner une valeur à ce processus, à ce produit ou justement au produit ou au système étudié. Pourquoi faire une analyse de cycle de vie? Je pense que vous le savez tous, mais il est quand même nécessaire de le rappeler. C'est un outil qui nous permet déjà de comprendre quel est l'impact des produits qu'on utilise, des processus qu'on met en place aujourd'hui, mais ça peut aussi être un levier, à savoir, ça peut être un outil à la décision pour comparer deux options techniques, par exemple, entre un produit A et un produit B. Et ça peut aussi permettre d'objectiver un processus constructif, à savoir, parfois, un produit a moins d'impact à une étape, mais a beaucoup plus d'impact à une autre. Et donc, l'idée, c'est bien d'observer l'ensemble des impacts générés par un produit pour pouvoir comprendre quel est le produit le plus intéressant à mettre en œuvre sur notre projet. Plus concrètement, Cécile va vous présenter la manière dont cette méthode de calcul entre en jeu. Merci Elisa. Du coup, pour aller plus en détail sur la manière dont on calcule le carbone et les différents indicateurs, donc pour chacun des matériaux, on va identifier les données, les impacts environnementaux qui sont associés à l'échelle d'une unité, qui peut être d'un mètre carré, qui peut être un mètre linéaire, qui peut être aussi en poids. Donc une unité qu'on multiplie par la quantité qu'il va y avoir sur sur le bâtiment en question. Et puis il y a aussi un facteur d'adaptation au bâtiment. Ce facteur, il permet de prendre en compte notamment le renouvellement, puisque l'ACV se fait sur une durée de vie de 50 ans, une durée de vie théorique à l'échelle du bâtiment. Et donc si votre matériau dure 10 ans, on aura 5 renouvellements, 5 fois l'impact environnemental à prendre en compte à l'échelle du projet. Cet impact environnemental sur le sujet du carbone, il fait partie des différents indicateurs que vous pouvez retrouver sur les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des différents produits. L'impact carbone, il est en fait identifié sous le nom de potentiel de réchauffement climatique. On parle du carbone, mais en fait, il prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont émis par la production et tout le cycle de vie de ce matériau. Et on le remet sous une seule et unique unité qui a un équivalent CO2, équivalent carbone. Alors, on aura beau essayer de prendre le plus en compte tous ces flux, tous ces impacts, on observe aujourd'hui quelques limites à la CV. Et notamment, parmi ces limites, on peut vous citer l'épuisement des ressources, par exemple, ou le bruit, les odeurs qui, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte dans la CV en tant que telle, mais qu'il est possible d'aborder au moyen d'outils complémentaires. Si on continue aujourd'hui, la CV, comment est-ce qu'elle intervient au sein de votre quotidien? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réglementation et notamment de la RE 2020. Et la CV est une des composantes de la RE 2020. Alors, si on revient sur le contexte de la RE 2020, et qu'on revient quelque peu en arrière, en 2017, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour essayer d'atteindre cet objectif, a été mise en place, a été déclinée une stratégie nationale bas carbone. Et cette stratégie, justement, planifie la décarbonisation de l'ensemble des activités économiques, dont le bâtiment, qui est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse. Et l'idée est bien de comprendre, avoir une gestion comptable du carbone pour, par la suite, obtenir un bilan équilibré et compenser nos émissions de carbone. Comment est-ce que concrètement, quels sont les leviers qui ont été définis? Donc,
pour atteindre justement ces objectifs, les leviers, c'est la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et c'est là où l'ACV peut être un des outils pour décrypter justement les sources d'émissions des gaz à effet de serre et l'augmentation des puits de carbone. Toujours en ayant comme objectif, à 2050, de viser une énergie totalement décarbonée et des matériaux et des équipements qui consommeront beaucoup moins de carbone par rapport à 2015, qui est l'année de référence. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les bâtiments qui seront touchés par la RE 2020 ? Eh bien, il y a les logements et il y a notamment les espaces tertiaires, donc les logements, maisons et résidences collectives, dont la date d'application de la RE 2020 est établie au 1er janvier 2022. Et pour les espaces tertiaires, donc bureaux et enseignement, la date d'application est ciblée au 1er juillet 2022. Il y a d'autres usages, d'autres espaces tertiaires qui n'ont pas encore de réglementation qui ont été définies à ce jour, notamment les EHPAD, les espaces de retail, l'hébergement marchand, les gymnases, etc. L'objectif de la RE 2020 est bien, d'une part, avoir une meilleure performance énergétique et une baisse des consommations, comme on l'a dit, puisque les exigences de la RE 2020 vont au-delà des exigences de la RT 2012. On a une diminution de l'impact sur le climat des bâtiments neufs, avec la prise en compte des émissions de carbone du bâtiment sur son cycle de vie, même si c'était déjà présent avant, c'est renforcé aujourd'hui. On a une incitation pour l'utilisation des modes constructifs peu émetteurs en carbone qui permettent de stocker, par exemple les matériaux biosourcés. On a aussi une incitation à la consommation de sources d'énergie décarbonées, comme par exemple la chaleur renouvelable. Et on a également, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les produits de réemploi qui sont largement favorisés. Et enfin, étant donné qu'on est toujours dans une perspective de projection, l'idée étant de produire des logements qui sont adaptés aux conditions climatiques futures avec des objectifs de confort d'été et de prise en compte des variations de température et des épisodes caniculaires. Concrètement, par rapport à la RT 2012, quelles sont les évolutions ? Donc, on avait déjà la présence de l'ACV. Néanmoins, il y a une petite modification de méthode avec la mise en place de l'ACV dynamique qui vous sera présentée par la suite. On a également des modulations qui sont impactées sur les lots 1, les lots 2 et les équipements et l'intégration des fluides frigorigènes au lot 8. Et on a également un point qui est clé pour nous et dont on a déjà parlé, qui est l'intégration des produits de réemploi dont l'impact carbone est calculé à 0. On a également d'autres modifications, comme par exemple la modification de la surface de référence, qui est la CHAB pour les logements et la SU pour le tertiaire. L'idée est bien de créer un règlement applicable pour les bâtiments existants. Néanmoins, aujourd'hui, on est essentiellement concentré sur la construction neuve. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des indicateurs de la RE 2020. Sur les indicateurs, on en a 6. Parmi ces 6, il y en a certains qu'on connaît déjà un petit peu puisqu'ils étaient déjà présents à RT 2012. Et ces 6 indicateurs, ils sont déclinés en 3 thématiques. On a les sujets énergétiques avec les besoins bioclimatiques et les consommations d'énergie. On a le sujet du confort d'été qui a été implémenté sur le sujet de la RE 2020. Et puis le volet carbone qui nous concerne aujourd'hui sur cet échange. Au sein du carbone, les émissions ont été divisées en 2 parties. On a le fameux IC énergie qui reprend l'impact carbone des consommations d'énergie en phase d'exploitation. Et puis, on a le IC construction qui reprend l'impact carbone des matériaux et équipements et également du chantier. C'est donc bien sur l'IC construction qu'on évoque aujourd'hui l'impact des matériaux.
Plus en détail, du coup, sur la partie IC Construction, c'est détaillé l'impact à l'échelle de chacun des lots. Donc, on a déjà, bien sûr, la phase chantier que j'évoquais tout à l'heure. Et ensuite, on retrouve les lots architecturaux. On a 7 lots architecturaux, de la même manière qu'on l'avait en E+, C-. Et 6 lots techniques. Et effectivement, Elisa l'évoquait, le 14e lot qu'on connaissait auparavant a été fusionné au sein du lot 8. C'était les fluides frigorigènes qui ont été intégrés à la CVC. Au niveau de ces 6 lots, il y a un certain nombre d'éléments méthodologiques qui s'appliquent, et notamment des modulations qui ont été prévues, spécifiquement sur les VRD et fondations et infrastructures, qui permettent qu'à partir d'un certain seuil atteint d'impact environnementaux, d'impact carbone, cet impact complémentaire ne vient pas on va dire, impacter le bâtiment, puisque le seuil, le maximum va être augmenté d'autant. Très concrètement, sur les VRD en logement collectif, il y a un seuil qui est 10 kg de CO2 par mètre carré. Quand on est en dessous, on calcule. Quand on est au-dessus, on le calcule aussi. Mais tout ce qui est au-dessus vient aussi augmenter le seuil, donc on n'est pas pénalisé. C'était pour prendre en compte un certain nombre de difficultés vis-à-vis de ces lots. Ensuite, on a les différents lots techniques, où on a des approches plus forfaitaires qui sont possibles, parce qu'on a une difficulté aujourd'hui. Tous les matériaux et tous les équipements n'ont pas encore leurs données environnementales par défaut, et encore plus sur les équipements, d'où l'intérêt de ces lots forfaitaires. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur l'ACV dynamique. Effectivement, jusqu'à maintenant, on était en ACV statique, et est arrivée cette nouvelle méthode dans le cadre de la RE 2020. Très concrètement, ça veut dire que toutes les émissions qui sont émises à la première année ont une pondération de 1. Et puis, dès lors que les émissions arrivent plus tard dans le cycle de vie du bâtiment, il y a une pondération qui diminue. Vous voyez que ça descend jusqu'à environ un peu moins de 0,6 à 50 ans, qui fait que les émissions sont considérées avec une valeur un peu plus faible sur la fin de vie. C'est à l'inverse du statique, où le statique, toutes les émissions étaient considérées avec la même pondération, donc à 1 à la première année. Quel est l'intérêt et les bénéfices de cet ACV dynamique? Si on regarde sur la slide juste d'après, vous allez voir que sur l'ACV statique, donc on considérait tout à un instant T, on ne prenait pas en compte les bénéfices, notamment de repousser les émissions dans le temps, en stockant de manière temporaire du carbone, par exemple les biosourcés ou certains autres aspects. Or, on sait aujourd'hui que l'enjeu, c'est de réduire drastiquement nos émissions carbone, et le plus rapidement possible, puisqu'il faut qu'on agisse vite vis-à-vis des changements climatiques. L'ACV dynamique, on l'a vu avec cette méthode de pondération, ça permet de prendre en compte ces décalages d'émissions de gaz à effet de serre dans le temps. Et donc, ça a une incidence, ça permet de prendre en compte cette stratégie souhaitée. Concrètement, qu'est-ce qui se passe selon les matériaux et leur nature de matériaux? On a beaucoup de matériaux dont la majorité des émissions carbone sont en début du cycle de vie, donc plutôt en phase de fabrication, d'extraction. Donc, tous ces matériaux, puisque c'était au début du cycle de vie, à l'année 1, il y aura peu d'impact entre ce changement de méthodologie d'ACV. C'est l'exemple concrètement du béton, par exemple, ou de la moquette. Sur des matériaux qui avaient des émissions qui étaient plutôt en fin de vie, on va avoir une pondération, donc ces matériaux vont plutôt être privilégiés par cette nouvelle méthodologie. C'est le cas des matériaux qui avaient, par exemple, la séquestration, comme les matériaux biosourcés, donc pour exemple le bois. Donc voilà un petit peu sur cette différence. Concrètement, c'est effectivement beaucoup de matériaux, peu d'impact, et tous les biosourcés ont un impact réduit en comparaison à la méthode statique. Et le réemploi dans la RE 2020. Donc, c'est effectivement la question. Vous l'avez vu, dans le cadre du booster, il y a une méthode la plus précise, entre guillemets, possible qui a été mise en place, en considérant là où on a une émission qui est complètement évitée, à d'autres endroits où elle est maintenue, notamment en phase d'exploitation. Vis-à-vis de la RE 2020, il y a eu une approche et un arbitrage méthodologique qui a été plus simplifié, on va dire, qui permet aussi d'avantager finalement le recours au réemploi, puisque tous les matériaux et produits qui sont issus du réemploi sont considérés avec un impact carbone nul, donc égal à 0, ce qui est très avantageux dans le cadre de la RE 2020, et ce qui permet d'atteindre en partie des objectifs et des seuils qui sont à atteindre dans le cadre de cette réglementation. Alors,
Après une phase de travaux techniques et une concertation qui ont permis de définir toutes ces règles et cette méthode de calcul de la future réglementation environnementale, le gouvernement a ensuite missionné le plan bâtiment durable pour la rédaction d'un futur label d'État qui accompagnera la RE 2020. Donc ce label, il a pour vocation à permettre à ceux qui le souhaitent, donc c'est pas obligatoire, donc aux maîtres d'ouvrage, publics ou privés, d'aller plus loin que la RE 2020 dans l'exigence environnementale et donc de préfigurer les bâtiments de demain. Et donc, c'est un label qui s'appliquera sur le même scope des bâtiments neufs qui sont couverts par la RE 2020. Et donc, suite à la première étape de consultation des parties prenantes qui avait été ouverte en avril 2021, il y a une petite vidéo de présentation qui a été produite pour présenter l'esquisse de ce que pourrait être l'architecture de ce futur label, donc qui est encore vraiment en cours de construction et de concertation. Et donc, on va vous présenter cette vidéo qui est assez bien expliquée. Il fallait le faire au moment de la presse, en fait, de présenter ton écran. Tu peux retirer ta présentation et la refaire avec le son. Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, le plan bâtiment a fait émerger une vision commune de ce que pourrait être un label associé à la RE 2020. La RE 2020 sera une étape marquante dans la série des réglementations qui, depuis 1974, entraînent les acteurs du bâtiment et de l'immobilier à faire mieux en matière d'énergie et d'environnement. Elle s'inscrit dans un processus collectif qui a vu les acteurs se mobiliser pour explorer de nouveaux domaines, apprendre à construire et à rénover différemment et faire émerger des bâtiments mieux adaptés aux besoins de chaque époque et aux enjeux climatiques. Ce progrès a été collectif et s'est largement appuyé sur des structures créées par des parties prenantes pour travailler ensemble et permettre des mobilisations collectives. Les expérimentations et labels sont des outils partagés pour progresser ensemble sur l'énergie, sur le carbone, sur la biodiversité et d'autres thèmes, sur des démarches environnementales globales, en entraînant les acteurs nationaux, mais aussi locaux. L'État et les collectivités locales y ont pris leur part en favorisant l'émergence de ces démarches, en leur associant des aides ou des dispositifs incitatifs ou en y adossant des éco-conditionnalités. L'État souhaite définir un niveau d'ambition commun allant au-delà du minimum réglementaire RE 2020 et ainsi impulser une dynamique volontaire vertueuse et inciter les professionnels volontaires à se fixer un cap cohérent par rapport aux engagements nationaux à moyen et long terme. Soucieux de répondre à ces besoins spécifiques, les collectivités et professionnels sont engagés dans différentes dynamiques innovantes à l'échelle nationale ou de leur territoire, qu'ils alimentent par leur niveau d'exigence et leur volonté, mais également par leur expérience du terrain. Les associations que se donnent les acteurs permettent d'organiser le travail collectif et de partager les résultats. Nous sommes convaincus que cette collaboration, où chacun se mobilise là où il est le plus efficace, est un véritable atout pour soutenir la dynamique de l'ensemble des acteurs du bâtiment et de l'immobilier. Cette coopération permet à la fois d'explorer avec des pionniers de nouveaux sujets tels que cela a été fait hier sur l'analyse des émissions de gaz à effet de serre ou tel que c'est en cours aujourd'hui sur la biodiversité, l'économie circulaire. Ensuite, d'apprendre ensemble en diffusant les résultats de l'expérience des pionniers vers le plus grand nombre via des démarches telles que l'expérimentation E+C-, qui a permis d'établir des échelles de performance sur le carbone. Enfin, de viser des performances plus élevées que la réglementation telle que l'ont fait les labels qui se sont succédés sur l'énergie depuis les années 1980. En s'appuyant sur l'expérience et sur les résultats des travaux de recherche et d'expérimentation menés en commun, est défini un cadre commun de référence constitué d'indicateurs de performance inclus dans la RE 2020 ou élargissant celle-ci. Les acteurs mobilisent leur réseau et les outils dont ils disposent pour progresser sur ces indicateurs. Le progrès pourra porter sur l'exploration de nouvelles approches avec des pionniers, le retour d'expérience sur les niveaux de performance atteignables, l'atteinte de niveaux de performance supérieurs à ceux de la réglementation. Chacun pourrait s'appuyer sur ce cadre commun, l'État et les collectivités pour définir des dispositifs incitatifs, les associations et les certificateurs pour leur référentiel.
Ils définiraient ensemble des voies de progrès pour élargir progressivement ce tronc commun. Ils cadreraient ensemble une pédagogie et une communication permettant de donner une visibilité à cette démarche pour que chacun des acteurs puisse la comprendre et s'y inscrire. Cette démarche collective et la méthode associée, co-construite par les acteurs volontaires, pourrait se traduire par une charte marquant un engagement pour tracer une voie de progrès que tous, État, collectivités et acteurs de la filière, souhaiteraient poursuivre pour les bâtiments de demain et d'après-demain. L'État a défini de son côté 3 ambitions. Premièrement, pousser à l'émergence du cadre commun de référence, en participant à son élaboration, en l'utilisant pour fixer les règles définies par l'État. Ceci rendra le chemin commun plus lisible. Deuxièmement, anticiper les échéances fixées dans la RE 2020 pour 2025, 2028, 2031 sur l'énergie, le carbone et le confort d'été, en donnant de la flexibilité pour permettre d'avancer sur tout ou partie de ces 3 sujets. Troisièmement, encourager ceux qui souhaitent explorer d'autres sujets ou innover. L'anticipation des exigences fixées par la RE 2020 s'appuierait en particulier sur les échelles de performance définies dans la RE 2020, sur l'impact carbone des consommations d'énergie en exploitation et sur le poids carbone de la construction. Nous proposons d'ouvrir à l'exploration 7 domaines au-delà de la RE 2020: eau, carbone, économie circulaire, énergie et réseau, confort et santé, mesures de performance énergétique, lien à la nature et biodiversité. Pour chacun, un document est mis au débat pour recueillir votre avis. Un premier schéma d'architecture a été défini pour clarifier les principes envisagés. Par exemple, le label pourrait s'appuyer sur 3 éléments. D'abord, un prérequis qui sera la vérification des calculs RE 2020. Ensuite, des points de performance liés au niveau atteint sur le carbone en exploitation et sur le niveau atteint sur le carbone construction. Enfin, des points complémentaires pourraient être obtenus par les acteurs s'engageant dans la voie de l'apprentissage ou de l'exploration sur de nouveaux thèmes. Un nombre suffisant de points permettrait d'obtenir le label. Un mode d'articulation entre cette démarche et les labels des associations est en cours de discussion. Nous vous invitons à réagir sur cette présentation et sur les documents sur les 7 thématiques en allant sur le site du Plan Bâtiment Durable www.planbatimentdurable.fr. Voilà, donc la prochaine étape, c'est donc de continuer les ateliers de concertation sur les différents sujets ouverts à l'exploration, dont l'économie circulaire, et qui vont de nouveau continuer à avoir lieu dans le courant de l'année 2022. Le prochain sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est un autre label, alors qui n'est pas le label RE 2020, qui est à part, et qui est le label bas carbone, donc qui est là aussi un label d'application volontaire, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc si on regarde sur la slide d'introduction, c'est un label qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et qui a pour objectif de contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques de la France. Donc, il vise à favoriser l'émergence de projets volontaires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration du carbone, et allant au-delà de la réglementation et des pratiques usuelles. Il vient également en réponse à une demande de compensation, de projets de compensation locale volontaire des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il vise des projets qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une situation de référence. Et donc, on parle de projets qui doivent être additionnels. Donc, c'est l'idée d'aller au-delà de la réglementation et de la pratique courante. Donc, ça recouvre des changements de pratique, l'introduction de nouvelles technologies, des changements de système, de comportement ou toute autre action qui permet d'accélérer la transition bas carbone. Pour bénéficier du label bas carbone, les projets doivent se référer à une méthode approuvée qui précise comment un type de projet donné, comment le scénario de référence est déterminé et comment les réductions d'émissions associées sont calculées. Ce label bas carbone, il s'applique à différents secteurs et notamment depuis 2021, il a été ouvert au secteur du bâtiment. Et donc là, si on reste cette slide, donc une slide de présentation générale du label bas carbone, donc pas spécifique au bâtiment, mais c'est le même fonctionnement. Et donc les réductions d'émissions permises par les projets
qui bénéficient de ce label. Elles sont ensuite reconnues à la suite d'une vérification par un tiers, et ces projets peuvent aussi bénéficier d'une valorisation financière, donc l'obtention du label peut permettre aussi d'obtenir des financements, ou la recherche du label peut permettre d'obtenir des financements. Donc, il y a une première méthode donc, de calcul des émissions qui a été développée dans le secteur du bâtiment. Donc, ça correspond uniquement au projet de rénovation. Et cette méthode, elle a été développée par le CSTB. Et donc, l'idée, c'est donc de valoriser la réduction des gaz à effet de serre qui sont liés à l'emploi de matériaux moins émetteurs que la moyenne des produits similaires. Par exemple, des produits issus du réemploi ou des produits utilisant des sources bas carbone. Donc, il y a 2 types de projets qui sont éligibles. Les opérations de rénovation énergétique qui atteignent au moins le niveau BBC rénovation et qui font appel à des matériaux ou produits bas carbone. Et les opérations de rénovation qui font appel à des matériaux ou produits issus du réemploi. Et donc, le porteur de projet, c'est toute entité éligible, une collectivité, un particulier, un maître d'ouvrage privé, voilà. Et je vais laisser Cécile vous présenter un petit peu plus spécifiquement cette méthode qui a été développée par le CSTB. Oui, alors je vais revenir un petit peu plus maintenant dans le détail de comment c'est calculé. Ce calcul, donc, Zélie l'a évoqué, c'est vraiment sur la rénovation. Il y a plusieurs cas, mais concrètement, il y a 2 aspects, 2 volets. Il y a un calcul des émissions évitées à l'échelle du bâtiment, quelle est la quantité de carbone évitée grâce aux pratiques qui ont été mises en place. Et puis, il y a un deuxième volet qui est lié à des quantifications de co-bénéfices. Alors, vous voyez des exemples ici sur les sujets socio-économiques, confort et santé, préservation de l'environnement et de la biodiversité, sécurité et accessibilité. Ces points bonus qui sont quantifiés, ça permet aussi de démarquer un projet par rapport à un autre, hein, puisque une fois que le carbone évité a été validé et reconnu, on rentre, si je puis dire, dans un jeu de marché, puisque certains acteurs peuvent être intéressés pour racheter ce carbone évité dans le cadre de leur propre démarche pour compenser leurs émissions. Donc, il y a cette quantité carbone et cette volonté de voir un petit peu d'autres actions et d'autres bénéfices en lien avec la politique interne. Alors, maintenant, si on va dans la méthode de calcul et la méthode de quantification. Donc, il y a deux cas possibles. Il y a le cas des projets où on a utilisé des produits issus du réemploi. Donc, on a dans ce cas-là une méthode qui est mise en place. En fait, on regarde le produit et l'impact du produit initial qui est réemployé. Alors, soit on connaît exactement les impacts environnementaux parce que ce produit dispose d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire et on l'utilise, ou d'une donnée environnementale par défaut, soit on ne connaît pas du tout la valeur de ce matériau et il y a une référence générique qui est proposée par la méthode. Dans tous les cas, du coup, la différence, donc la quantité d'émissions est considérée comme évitée vis-à-vis de cette référence spécifique ou générique et permet de quantifier le gain carbone à l'échelle du produit, multiplié bien sûr par la quantité dans le bâtiment pour avoir la réduction à l'échelle du projet. Ensuite, on a le deuxième cas qui sort un peu des produits réemployés, mais en tout cas à savoir dans le cadre de la méthode rénovation. On a la deuxième option, c'est pour les projets qui atteignent le niveau BBC rénovation. Et là, on se concentre moins sur les matériaux issus du réemploi, mais c'est plutôt les matériaux liés à une amélioration de la performance énergétique. Et de la même manière, il y a une référence produit avec une performance énergétique associée. Et si notre matériau est plus vertueux, eh bien, on considère la différence associée qui va permettre des gains énergétiques, donc des émissions de carbone plus faibles. Et donc, on calcule l'ensemble de ces gains à l'échelle du projet.
Alors maintenant, pour vous donner un petit exemple, on a fait un travail à deux mains, Booster IFPE, pour, sur quelques projets, se rendre compte de quelle quantité de carbone évité on avait pu atteindre et ce que ça représentait finalement en termes de volume, d'équivalent CO2 évité. Donc là, c'est un exemple de projet où il y avait 50 mètres carrés de carrelage issu du réemploi, une dizaine de lavabos. On avait 100 mètres carrés de cloison et 2000 mètres carrés de sol souple, donc un certain nombre déjà de postes issus du réemploi à l'échelle d'un projet. Et vous voyez que l'ensemble de ces éléments nous permet d'avoir un équivalent de 62 tonnes de CO2 évité à l'échelle du projet. Donc ça fait déjà un volume, mais se pose parfois la question, en tout cas sachez que c'est possible à l'échelle du label bas carbone, de venir proposer non pas un seul bâtiment, mais un ensemble de bâtiments pour donner droit à ce carbone évité. En quelques mots, pour terminer cette présentation, des considérations un peu plus pratiques sur notamment la procédure pour bénéficier de ce label. Donc assez simple en 3 étapes principales. La notification à l'autorité dédiée, alors qui a priori n'a pas encore été définie, mais il y a un formulaire qui est disponible sur le site du label bas carbone. Et puis ensuite, suite à cette notification, il y aura un premier retour et ensuite faire une demande de labellisation. Donc, il faut transmettre un document descriptif et des documents annexes. Il y a un certain nombre de justificatifs de mise en œuvre qui peuvent être demandés, des fiches techniques, des FDES, des photos, etc. Parfois un tableur de calcul. Et puis ensuite, l'autorité a un délai de 2 mois pour instruire le dossier avec prolongation possible. Et ensuite, la demande est soit refusée, et dans ce cas, ça doit être motivé, soit acceptée, et le projet est inscrit sur le site dans le registre dédié au projet label bas carbone. Et simplement, pour terminer, quelques éléments sur justement cet aspect valorisation financière des projets label bas carbone. Donc, quelques détails sur le fonctionnement du système. Les possibilités de financement sont ouvertes à toute personne, soit qui a la volonté de soutenir un projet à impact positif, ou alors qui souhaite s'engager dans une démarche de compensation carbone volontaire. Un même projet peut avoir plusieurs financeurs. Il n'y a pas de schéma classique de financement, une seule ou plusieurs fois, avant, pendant ou après la fin du projet. Et un projet peut démarrer avant d'avoir trouvé un financeur. La mise en relation peut se faire par le biais de la page internet du label bas carbone, à la fois de la part des porteurs de projets qui peuvent essayer de démarcher des financeurs, et à la fois des financeurs qui peuvent aller sur le site, regarder le registre et prendre contact avec des porteurs de projets pour lesquels ils sont intéressés pour apporter un financement. Aujourd'hui, il n'y a pas de montant du financement en termes d'euros par tonne de CO2 fixé dans le cadre du label bas carbone. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se décider de gré à gré entre les porteurs de projets et les financeurs. Pour terminer cette formation, on a souhaité vous faire une petite présentation et un retour sur les certifications et les labels existants. Ça n'a pas vocation à être exhaustif et extrêmement détaillé, mais c'est pour rappeler un peu quelles sont les différentes manières de valoriser les produits et comment est-ce que cet aspect réemploi et carbone est mis en valeur dans ces différentes certifications et labels. Du coup, effectivement, au niveau des labels certification, on s'aperçoit que la majorité en fait, des différentes démarches intègrent le sujet de l'économie circulaire. Et la plupart proposent, et je dirais quasiment toutes, des points, des crédits, des bénéfices, en tout cas à l'échelle de la méthode de calcul, sur le fait qu'on utilise des éléments issus du réemploi ou de la réutilisation. À savoir que
sur la majorité des certifications et labels, c'est des points plutôt bonus, si je puis dire. Ce n'est pas des prérequis pour atteindre la certification, mais c'est plutôt pour aller plus loin qu'on va chercher un certain niveau. En tout cas, que ce soit du BRIM, du LEED, des sujets de BBCA ou NFHQE, intègre cette thématique, ce qui montre la prise en main de ce sujet. Et puis, ce qui permet pour vous, en tant que porteur de projet, de le valoriser également au travers de cette démarche. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce module de formation. Ce qu'on va vous proposer pour la suite, c'est, si vous avez des questions, de consolider tout ça dans une foire aux questions, une FAQ. On a déjà eu quelques questions sur notamment la prise en compte des FDES négatives, par exemple comme celle de Mobius, etc. Donc, n'hésitez pas à nous remonter toutes vos questions via le mail générique A4MT ou via les mails que vous pouvez avoir à l'équipe et on se fera fort de vous apporter des réponses, notamment dans le cadre des booster sessions. Merci à tous, on vous souhaite à tous une très belle journée.